À présent, j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir notre ancienne ministre déléguée au PME de 2012 à 2016, ministre déléguée au PME, à l'innovation, à l'économie digitale. Elle incuba le concept de la French Tech en 2013 et elle lança officiellement à Bercy en janvier 2014, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, à la tête de Corelia Capital, un fonds d'investissement, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Fleur Pellerin. Bonjour. Madame Pellerin, merci de nous faire le privilège et l'honneur de nous accompagner dans cet événement. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre actualité? Alors, mon actualité, donc, comme vous l'avez indiqué, j'ai levé des fonds. J'ai levé 200 millions d'euros, d'abord 100 millions d'euros, et puis là, il y a 2 semaines, on a fait un deuxième closing de 100 millions d'euros supplémentaires pour créer un fonds d'investissement qui s'est spécialisé dans les entreprises des startups européennes, à fort potentiel de champions européens, évidemment, et qui ont une dimension technologique. Donc nous avons commencé à investir depuis le mois de janvier de l'année dernière avec quelques beaux investissements, dont De Vialet, qui est probablement l'entreprise la plus connue, mais également d'autres très belles entreprises. Nous faisons aussi un peu de fonds avec l'idée de nouer des partenariats avec des fonds Tier 1 européens qui ont un bon deal flow dans les géographies dans lesquelles nous sommes auxquelles nous avons peut-être moins facilement accès, donc l'Allemagne, les pays nordiques. Donc nous avons déjà closé quelques beaux investissements dans des fonds comme celui de Niklas Zennström, par exemple, Atomico, qui est un très gros fonds pan-européen de 760 millions d'euros. Voilà, et donc je suis très heureuse de cette reconversion un peu radicale, mais qui me donne toute satisfaction. Effectivement, on voit le succès de la French Tech en France. Je pense que ce n'est plus à démontrer. On le voit au salon CES à Las Vegas tous les ans. La French Tech, c'est la deuxième plus grande communauté après les États-Unis, si je ne m'abuse. Alors récemment, le BPI France a annoncé le lancement de la French Fab, donc inspirer cette révolution digitale au sein de l'industrie française. Quelle est votre vision par rapport à ça? Je pense que c'est très bien. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans la pérennité de ce mouvement qu'on a lancé, c'est que ça ne soit pas que de la communication. Et à l'époque, quand on l'a lancé, beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais c'est juste de la communication ». Non, évidemment, il y avait une dimension de communication parce que c'était effectivement important de faire connaître l'écosystème français. Moi, je voyageais beaucoup dans le monde entier. Et très souvent, je constatais que la France avait une aura indéniable, mais pour le luxe, pour le vin, pour le foie gras, pas tellement pour les technologies. Ou alors les gens citaient les fusées Ariane ou le TGV, enfin des trucs des années 80, quoi. Et donc, je trouvais, compte tenu du dynamisme qu'il y avait en France, qu'il était un peu injuste que nos entreprises, nos startups n'aient pas davantage de visibilité internationale. Et d'ailleurs, ça avait des conséquences en chaîne parce que probablement les investisseurs potentiels étrangers s'intéressaient moins à ce qui se passait en France que, par exemple, à Londres où des initiatives publiques étaient prises avec Tech City, à Berlin avec Silicon Alley. Donc il y avait une espèce d'émulation entre capitale européenne pour essayer de devenir la capitale européenne de la tech. Et donc il fallait que la France soit dans le mouvement. Donc il y avait une dimension de communication. Mais évidemment, moi, j'ai travaillé aussi sur des questions d'écosystème, c'est-à-dire d'environnement réglementaire, d'environnement fiscal. Vous vous rappelez évidemment tous l'épisode des pigeons, que bien que n'étant pas ministre des Finances, j'ai été chargée de régler. Donc c'est moi, avec mon cabinet, qui avons rédigé les nouvelles dispositions qui permettent aujourd'hui à la France d'avoir un système de taxation des plus-values de cession qui est plutôt en ligne avec ce qui se fait dans les autres pays européens et qui donc est plutôt attractif. Il y avait cette dimension, il y avait l'enseignement supérieur, bien entendu, il y avait la mentalité, travailler aussi sur la notion d'échec. Enfin, il y avait tout un tas de choses, et donc pas seulement une campagne de communication et aller avec une délégation au CES de Las Vegas. Donc sur le French Fab, je trouve ça très bien de reprendre des mots comme ça pour dire il y a une fierté du produire, du savoir-faire en termes de production industrielle en France, comme il y a cette fierté maintenant de l'écosystème français.
il faut que ça s'accompagne aussi d'une vraie volonté politique de soutenir l'écosystème, d'avoir une réflexion sur comment peut-on améliorer, toujours améliorer l'environnement réglementaire et fiscal. Et ça ne veut pas dire créer forcément de nouvelles règles ou de nouvelles contraintes, mais ça veut dire comment on peut aussi parfois établir une forme d'égalité de terrain de jeu, parce qu'avec la globalisation, évidemment, nos entreprises locales, françaises ou européennes, sans doute peuvent avoir dans certains domaines, en tout cas, des difficultés à concurrencer les grands géants chinois, américains ou les grandes multinationales. Donc voilà, moi, je suis contente qu'il y ait une pérennité, que ça continue. Il faut que ce ne soit pas uniquement de la déclaration d'intention et des gesticulations. Effectivement. Et ce qui est indéniable, et vous l'avez très bien vu dans la présentation de Mike Ellis, cette révolution digitale, cette transformation digitale, cette transition digitale a un impact fort sur l'écosystème industriel traditionnel. Donc eux aussi sont en train de repenser, doivent se repenser pour pouvoir promouvoir ces nouveaux services et effectivement gagner des parts de marché, simplifier l'expérience client. Alors, moi j'avais noté une de vos citations, vous aviez dit « La révolution numérique impacte la manière de travailler, de s'informer, la façon de consommer ou le fonctionnement de nos démocraties ». Quels sont les nouveaux enjeux auxquels doivent répondre les entreprises et les gouvernements selon vous ? Je crois que votre président, votre CEO en a balayé certaines, en tout cas des plus importantes selon moi. Donc il y a aujourd'hui, je crois, des enjeux majeurs. Je le disais à l'instant, lorsqu'on a une optique un peu libérale sur le fonctionnement de l'économie, d'établir une forme d'égalité de terrain de jeu. On sait bien que dans les mécanismes de l'économie numérique, il y a des phénomènes de captation de la valeur parce qu'il y a des effets de réseau qui sont absolument majeurs. Il y a des effets de winner takes all. Et donc, pour assurer un fonctionnement, je pense, sain de l'économie, il faut s'assurer qu'il y aura quand même toujours la possibilité d'avoir une concurrence ou une compétition saine entre les acteurs économiques. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que la fiscalité et la régulation peuvent avoir un rôle majeur à jouer. Il y en a déjà un certain nombre avec les questions de régulation antitrust ou de privacy, sur la vie privée et la protection des données personnelles. Les autres grands enjeux sont effectivement, je pense pour les gouvernants en tout cas, la capacité des démocraties, des États à conserver leur souveraineté. On voit aujourd'hui que de grandes entreprises multinationales contestent d'une certaine façon la souveraineté des États, d'abord en ne payant pas les impôts là où elles devraient les payer, et la capacité à lever l'impôt fait partie en théorie politique d'un des attributs de la souveraineté des États. Mais aussi on voit certaines démocraties qui nomment des ambassadeurs auprès des GAFA, ce qui tend à considérer ou à accréditer l'idée que ces entreprises sont devenues des quasi-États. Donc il y a cette espèce de phénomène qui, je crois, met en question la conception politique, de philosophie politique des États, et je pense que c'est un vrai défi pour les gouvernements. Et puis après, pour les acteurs économiques, les chiffres étaient très intéressants, je trouvais, sur le degré de digitalisation ou de préparation des différentes verticales industrielles aux enjeux du numérique. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup... moi, j'étais ministre en charge de ces questions-là de 2012 à 2014, et j'avais le sentiment qu'il y avait un certain nombre d'industries qui commençaient à prendre le tournant, mais qui avaient beaucoup tardé à le prendre. C'était le cas du retail, par exemple, la grande consommation, du voyage, l'industrie du travel. Et pourtant, Booking et Expedia étaient des entreprises qui existaient déjà depuis un certain temps. Mais je pense que ces gros acteurs, qui sont des acteurs traditionnels, n'avaient pas du tout mesuré à quel point ils pouvaient être concurrencés un jour par des Airbnb, par du Booking, et donc être désintermédiés aussi un peu par ces entreprises. Donc, beaucoup d'acteurs économiques traditionnels ont, je crois, vraiment tardé à comprendre qu'ils pouvaient être concurrencés par des barbares ou des nouveaux acteurs qui n'étaient pas forcément a priori des concurrents évidents, mais qui néanmoins sont venus contester leur position de marché. Donc ça reste un enjeu fort dans un certain nombre de domaines. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore dans la banque et dans l'assurance. On voit les pratiques des consommateurs qui sont probablement... qui appellent de nouvelles attentes ou de nouveaux comportements de consommation, avec certaines différences dans les pays. Moi, là, je reviens d'Asie, il y a, je pense, une avance en Asie sur les systèmes de paiement sans contact, sur y compris la reconnaissance du Bitcoin ou de crypto-monnaies pour certains échanges du quotidien. Donc voilà, il y a des choses qui se passent dans ce domaine et qui, je pense, vont requérir de la part des acteurs traditionnels qui continuent ce travail. Je crois que ces questions d'identité dont il a été question sont absolument majeures pour offrir aux citoyens, aux consommateurs, une expérience
utilisateur, une expérience client qui soit améliorée, qui soit sans couture. C'est pas évident dans des pays comme la France, parce que vous vous rappelez sans doute les débats qu'a suscité au début des années 2000, je crois que c'était en 2004 ou en 2005, le projet de création justement d'une identité numérique nationale. Et le problème qu'on a en France, c'est de faire accepter le croisement de fichiers. En fait, c'est ça qui est souvent très, très problématique. Rappelez-vous aussi sur le croisement des fichiers entre la carte nationale d'identité et des passeports qui a suscité beaucoup de protestations de la part d'organes d'ONG ou de représentants des libertés numériques. Donc, on a ce problème que d'autres pays ont néanmoins résolu. Je pense à l'Estonie où effectivement, il y a un système très, très puissant que j'ai vu fonctionner d'identité numérique, où effectivement, enfin en tout cas moi ça me semblait, sans mettre en cause les libertés, les grandes libertés publiques, ça me semblait offrir une qualité de service vraiment très très forte, le fait de pouvoir voter de son ordinateur avec sa carte d'identité numérique, de pouvoir accéder à son dossier médical, de pouvoir faire des opérations bancaires, c'est quand même quelque chose qui était plutôt de nature à simplifier la vie des gens. Donc voilà, enfin j'ai parlé de quelques enjeux, il y en a beaucoup d'autres, probablement aussi d'autres très très importants sur le travail, sur la nature du travail, parce que l'automatisation et l'intelligence artificielle combinées vont mettre en danger énormément d'emplois, et je pense qu'il est très faux de dire que la dynamique schumpeterienne fera que d'autres emplois seront créés pour remplacer ces emplois détruits. Non, je crois qu'il y aura vraiment beaucoup de gens qui se retrouveront sur le carreau et je pense qu'il est de la responsabilité conjointe des entreprises, des acteurs économiques et des gouvernements de réfléchir à la formation continue qu'on va offrir à ces personnes pour qu'elles puissent se recycler et trouver de nouveaux emplois. Et effectivement, on le verra dans les présentations de HSBC, par exemple, qui a été très, très innovante au niveau global, en l'occurrence dans l'application des standards Open Banking pour pouvoir fournir des services sur mesure, totalement customisée et une expérience client simplifiée, sécurisée, avec des notions d'identification fortes, biométriques, etc. Donc on verra ça, il y a des initiatives de ce point de vue-là. Ça, c'est très intéressant. Et là, je parle en tant qu'utilisatrice de services, je ne dirais pas dans quelle banque je suis, mais je pense qu'effectivement, là, il y a une grande marge de progression pour que l'expérience du consommateur ou du client soit améliorée. Les services aujourd'hui ne sont pas top, je trouve. Soit améliorés, sécurisés. Et ce qui est fondamental, c'est de pouvoir, comme l'a dit Mike, avoir une identité persistante des clients en fonction des différentes je dirais, business units avec lesquelles on a tendance à travailler. Et puis une reconnaissance forte, mais surtout une expérience client simplifiée. Donc ça, on le verra très bien dans la présentation de HSBC. On le verra notamment dans la présentation aussi de Pôle emploi, en termes d'initiatives gouvernementales. Vous verrez comment Pôle emploi a mis cette approche de transition digitale, transformation digitale au service des chercheurs d'emploi, voire encore plus, je pense qu'ils vont plus loin, à savoir des personnes qui sont déjà en place, pouvoir mieux les identifier pour pouvoir proactivement anticiper leur éventuelle demande de formation pour un éventuel changement de poste, etc. Donc ça, on verra, ce sont des initiatives très, très intéressantes. Et par ailleurs, au niveau gouvernemental, c'est vrai qu'en France, bon, on démarre, mais nous, on a démarré à l'origine de Forjac avec le gouvernement norvégien, qui a aujourd'hui une plateforme de gestion d'identité pour ces 5-6 millions de citoyens. L'ensemble des services sont totalement digitalisés, sécurisés, et les relations entre les différents organismes étatiques de l'État sont aussi digitalisées pour services. On l'a avec le gouvernement belge, leur ministère des Finances a été très, très innovant pour mettre en place une plateforme de identity provider, de fournisseurs d'identité à l'ensemble des ministères pour, d'une part, récolter les taxes, les impôts en temps et en heure, mais aussi être un provider d'identité de confiance. Donc on commence à voir toutes ces initiatives, mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une fondation solide à construire qui est l'identité. Et d'ailleurs, vous, c'est intéressant parce que vous avez investi dans une startup qui s'appelle Job Teaser. Donc c'est une plateforme de recrutement. Donc j'imagine que pour Job Teaser, il est fondamental de pouvoir bien gérer l'identité de ces chercheurs d'emploi pour pouvoir mieux les services. Donc ça, c'est un enjeu. Donc comment voyez-vous la mise en œuvre de ces solutions ou comment pouvez-vous nous expliquer l'impact de ces expériences utilisateurs dans ces contextes-là ? Je crois qu'il y a une question aussi d'adhésion des populations. Là, vous citiez des exemples de gouvernements qui ont mis en place ces systèmes. En France, on a aussi commencé à mettre en place un système d'identité partagée entre plusieurs administrations, qui s'appelle France Connect. Je pense que vous connaissez cette initiative, et qui regroupe, alors j'ai plus bien en tête, mais qui regroupe, je crois, l'identifiant ou le certificat que vous utilisez pour payer vos impôts, votre identifiant si vous accédez à votre dossier médical sous Amélie, le service public de la santé,
Je pense que la Poste aussi est concernée, puis il y a peut-être une autre administration, j'ai oublié laquelle. Mais donc, qui permet, lorsqu'on se connecte pour effectuer une démarche, de se connecter avec l'un de ces identifiants et donc d'être reconnu et de pouvoir effectuer des démarches en étant parfaitement identifié. Donc c'est un début, pas exhaustif et c'est probablement pas encore satisfaisant, mais ça montre que cette préoccupation, elle existe et qu'elle existe parce qu'on veut simplifier aussi la vie des gens et tout le monde sait très bien à quel point c'est compliqué de devoir recréer à chaque fois des mots de passe avec des contraintes différentes et s'en souvenir. Enfin bon, tout le monde connaît ce problème. La difficulté, je pense, c'est l'acceptation par le public, c'est-à-dire en France, la difficulté qu'on a eue pour mettre en place ce genre de système et de croisement de fichiers, c'est qu'il y a une résistance très forte, pas forcément d'ailleurs du grand public, mais de certaines ONG ou de certains lobbies qui sont suffisamment puissants pour à chaque fois faire capoter les projets ou reculer l'État. Donc pour les entreprises, c'est un peu la même chose. Je pense que ce qui fera avancer assez radicalement les choses, c'est quand les gens se rendront compte à quel point finalement, non seulement leur droit à la vie privée et l'intégrité de leurs données est protégée, et ça, il faut vraiment que ce soit le cas. Et ça peut avoir un côté aussi inquiétant parfois d'avoir tous les fichiers qui sont regroupés dans une seule base de données, mais qui voient également les services qui leur sont proposés beaucoup plus simples et facilités, et qu'ils y gagnent du temps. Voilà, donc je pense que cette question de l'adhésion du client, du citoyen, elle est absolument cruciale. Mais je pense qu'on est dans une période maintenant où les gens ils sont davantage prêts, probablement, qu'il y a quelques années, où il y avait beaucoup de choses qui étaient inconnues, où ces notions de privacy étaient quand même pas très très bien connues, où on commençait juste à avoir de la publicité ciblée, on commençait à comprendre ce que Gmail faisait avec nos messageries. Maintenant, les gens sont quand même un peu plus, je crois, sensibilisés à toutes ces questions, ont compris ce que c'était que le targeted marketing, ont compris ces notions-là, et donc c'est peut-être plus facile aujourd'hui, en s'adressant à un public qui est plus éclairé, de faire comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à ce type de solution. Vous avez cité France Connect, nous sommes partenaires France Connect d'ailleurs, qui en l'occurrence utilise aussi la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour pouvoir être identity provider, et la CNAV utilise la plateforme FranceRock pour servir un certain nombre de citoyens français. Effectivement. Alors, vous avez mentionné à plusieurs reprises la privacy, la garantie de la donnée privée. Donc, c'est effectivement très intéressant d'avoir ces initiatives digitales, des services omnichannel, des services qui sortent de partout. Mais par contre, il y a une donnée qui est fondamentale, c'est de garantir la donnée privée. Vous avez beaucoup œuvré lorsque vous étiez ministre avec la Commission européenne, d'ailleurs, sur la réflexion autour du respect de la vie privée et des données personnelles. En mai 2018, donc, la réglementation GDPR devrait être mise en application au niveau global. Quel est, selon vous, le niveau de maturité des entreprises en France? Alors, j'aurais beaucoup de mal à répondre à votre question. Je sais que c'est un sujet qui est quand même extrêmement compliqué. Enfin, le fait de rendre les services conformes au nouveau règlement. Moi, je suis utilisatrice professionnellement d'un certain nombre de services aux entreprises, de dashboards, etc., dont certains sont vraiment, mais essentiellement remis en cause par l'entrée en vigueur de ce règlement. Et donc, je vais devoir migrer, pour être très clair, de ce service sur lequel j'ai toutes mes données professionnelles pour l'instant vers un autre. Donc, si cet exemple, je pense que cet exemple est extrêmement répandu et qu'il va y avoir énormément d'entreprises qui sont à la fois concernées comme utilisateurs et comme providers de solutions. Donc, j'espère que les entreprises s'y préparent. Je me dis, mais toutes s'y préparent. J'espère qu'elles seront prêtes à temps. Il y a des entreprises, des Spotify, des Google, qui mettent des dizaines et des dizaines d'ingénieurs dans des task forces spécialement dédiées à permettre la compliance avec le règlement. Donc ça va être un changement quand même assez violent. Je pense que certaines entreprises seront vraiment en difficulté parce que probablement leurs services sont absolument non compliant et très difficiles à modifier pour les rendre compliant. Donc il se peut qu'il y ait un peu de casse au passage. Ouais. Alors ça c'est pareil, un point important que l'on rencontre avec beaucoup de nos clients ou partenaires. La majorité ne savent pas par quel bout le prendre. C'est relativement complexe, c'est un document de 200-300 pages, donc par quel bout le prendre? Mike a tout à l'heure annoncé, ou moins déclaré, que nous annoncions aujourd'hui la release de notre plateforme, donc 5.5, mais en l'occurrence qui embarque le dashboard de gestion
de la donnée privée et du consentement. Un des piliers majeurs de la GDPR, c'est effectivement de garantir la donnée privée, de gérer le consentement explicite et le droit à l'oubli. D'accord ? Donc, vous pouvez, durant les pauses, discuter avec nos ingénieurs, nos partenaires. Ce dashboard permet explicitement, de manière unique aujourd'hui, à l'utilisateur, au consommateur, au citoyen, de pouvoir par lui-même décider quels attributs, quelles données il souhaite partager avec le fournisseur, le prestataire de service X ou Y, pendant combien de temps, et le jour où il souhaite arrêter ce partage, inhiber ce partage et donc l'annuler. Ça, c'est un point qui est fondamental. Le droit à l'oubli aussi est un point qui est fondamental. Donc ce dashboard, encore une fois, ça a été, nous avons la chance d'avoir Yves Miller qui travaille au sein de notre CTO Office. Yves est une des, je dirais, co-sponsors de la technologie ou du protocole Yuma qui permet ce genre de technologie. Et pour nous, pour les entreprises, d'une manière générale, c'est vu comme une contrainte. C'est vrai, c'est une contrainte. Mai 2018, je ne suis pas compliant, GDPR, je me fais attraper 4% de mon chiffre d'affaires. On le voit, nous, et on le présente beaucoup plus comme une opportunité de business. Opportunité de business. À partir du moment où vous êtes en mesure de créer une relation de confiance avec votre consommateur, et Mike citait Hammer Sports, de manière directe, vous pouvez effectivement prétendre à augmenter votre business ou prévoir de la croissance. Donc la GDPR, avec ce genre d'approche, c'est beaucoup plus une opportunité de business, encore une fois, pour pouvoir gagner de la confiance. Aujourd'hui, la confiance, on entend parler de plus en plus. L'idée, c'est d'avoir une relation la plus directe possible avec l'utilisateur, le consommateur, le citoyen. Et effectivement, la confiance est un point important. Donc ça, c'est un point qui est fondamental pour nous, Madame Pellerin. L'autre point que je souhaitais aborder avec vous, c'est Devialet. Devialet, c'est l'un de vos investissements majeurs. Effectivement, c'est une société qui développe un software avant tout et des enceintes qui permettent d'avoir une qualité sonore quasiment incomparable. Hein, c'est totalement connecté. Donc on en vient à la thématique des objets connectés. On prévoit des centaines de millions, voire des milliards d'objets connectés. De la même manière, comment voyez-vous l'impact de l'Internet des objets sur notre société, sur notre économie, sur les entreprises ? Là, il se dessine, je crois, un mouvement assez structurant avec l'espèce de course aux échalotes là, sur les smart speakers. Et vous voyez bien en ce moment que là aussi, c'est toujours les usual suspects, se disputent à la fois les meilleurs talents en intelligence artificielle au sens large, c'est-à-dire en deep learning, en machine learning, en programmation en langage naturel, en speech to text, etc. Donc il commence à y avoir d'ailleurs dans certaines zones géographiques des pénuries de chercheurs parce que tout le monde essaye de les avoir chez soi. Et pourquoi est-ce que ça va devenir extrêmement important ? Parce que pour l'instant, je crois que les cas d'usage ne sont pas vraiment avérés. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des Echo ou des enceintes, des smart speakers Google chez eux. Mais enfin, pour l'instant, à part jouer de la musique et peut-être demain commander certains produits, bon, ça a un usage assez limité et encore assez gadget. Mais très probablement, en tout cas tous ceux qui réfléchissent à ce que sera demain le moteur de recherche 2.0 ou 3.0 se disent il y aura une étape suivante dans la désintermédiation et donc on cessera de taper des requêtes sur un clavier dans un langage écrit, mais on s'adressera directement, on interagira directement et sans l'intermédiaire d'une machine avec ces speakers, quoi. Donc, je crois que les grands acteurs multinationaux ont bien compris l'intérêt qu'il y avait à soit hacker le système et donc à prendre le pouvoir sur la plateforme d'application qui sera offerte par ces smart speakers ou par les systèmes d'exploitation, de la même façon que quelques acteurs ont verrouillé le marché en faisant iOS et des systèmes d'exploitation qui sont aujourd'hui ultra dominants. Et donc, je pense que tout le monde est à la recherche de ces systèmes d'exploitation ou ces plateformes d'applications qui demain seront des gatekeepers pour tout notre accès à tout un tas de services et de produits. Donc, moi, je vois dans l'Internet des objets, bien sûr, il y a l'augmented self, il y a les mesures, les smart meters, qui auront un rôle très, très important, je pense, dans tout ce qui est smart cities, énergie, etc. Mais je crois que ce qu'on voit se dessiner en ce moment sous nos yeux, c'est cette bataille pour devenir l'intermédiaire entre les citoyens consommateurs et les produits services. Et on voit bien qui est en pointe là-dessus et qui consacre en ce moment des milliards en R&D, parce qu'il y aura probablement beaucoup de temps avant que ces services ne voient réellement le jour avec des vrais use cases. Donc
donc je pense que ça va être une révolution quasiment aussi importante que celle du search dans les années 2000, quoi. Je pense que ça va être tout à fait majeur. On le verra, nous, avec la présentation de Hammer Sports dans quelques heures, quelques minutes, qui effectivement a reconçu totalement son business model. Hammer Sports est un équipementier sportif. Ils ont la marque Wilson en particulier, d'autres marques. Et leur objectif a été comment puis-je être innovant en profitant de ces technologies dites IoT dans mon écosystème. Donc, effectivement, Mike a présenté le ballon de basket totalement connecté. Et il faut, pour pouvoir gérer cette relation de bout en bout, le ballon avec les différents utilisateurs, donc de pouvoir intercorréler la relation entre les différents utilisateurs, le papa, la maman, la sœur, le petit frère qui joue au basket et avoir les statistiques en temps réel. Et puis ensuite, effectivement, sécuriser tout ça de manière générale. On le voit, les assistants personnalisés dont vous avez parlé, on commence à en voir effectivement en France, Alexia, etc., n'ont pas démarré. En Angleterre, aux US, ils ont démarré. Moi, j'entendais parler tout récemment un des grands assureurs français qui lance son propre assistant personnalisé, à savoir pouvoir avoir une application qui pourra en temps réel, justement, combinant l'IoT et l'intelligence artificielle, définir si vous, Madame Pellerin, vous habitez dans le 8e, vous louez un appartement, est-ce qu'il est plus préférable d'avoir un prêt à un taux beaucoup plus réduit pour pouvoir acheter et le prix du mètre carré optimisé, etc. Donc ce genre d'initiatives sont en train d'être mises en œuvre. On le voit, nous commençons à traiter des projets avec certains acteurs, en particulier dans le monde de la finance et de l'assurance, qui vont effectivement devoir lier la gestion de l'identité de l'individu ou de la famille au sein de cet individu en fonction des différentes applications ou des différents services qu'ils vont devoir proposer. Dans le secteur automobile, on le voit aussi énormément, de plus en plus, l'interaction des objets connectés dans le véhicule et la relation entre les différentes identités. Enfin, pour finir, moi, je souhaite profiter de votre présence. Aujourd'hui, vous avez dans la salle énormément de grandes entreprises françaises, en l'occurrence. Au vu de ces challenges, de ces opportunités, de ces risques, quelles seraient vos principales recommandations ou votre recommandation à ces entreprises ? Alors, je vais essayer de le faire humblement parce que je n'ai pas du tout la prétention de connaître la solution à tous ces défis qui aujourd'hui se trouvent face aux entreprises. Ce que je constate, c'est que dans toute grosse organisation, grande organisation, c'est vrai pour l'État, mais c'est vrai aussi pour probablement des très très grandes entreprises, la démarche d'innovation est toujours quelque chose de très compliqué. Parce que l'innovation incrémentale, ça prend du temps, parce que parfois, il y a une espèce de facilité finalement à reproduire des schémas qui ont déjà toujours existé. Donc, ce n'est pas facile de se projeter dans quelque chose de différent, que ce soit dans les façons de fonctionner, dans les façons d'organiser la gouvernance des entreprises, la prise de décision, les méthodes de travail, etc. Donc, moi, ce que je vois qui me paraît assez intéressant en ce moment, c'est des grandes entreprises qui essayent d'organiser leur fonction innovation de manière un peu différente, d'essayer de travailler intelligemment avec des startups, c'est-à-dire pas en les rachetant et en essayant de les absorber, souvent ça ne marche pas très bien, mais d'essayer d'envoyer des salariés ou des équipes à l'intérieur des startups, dans des incubateurs. On a la chance d'avoir un écosystème extrêmement dynamique aujourd'hui avec des endroits où il se passe énormément de choses. Et donc, je trouve que c'est important que, quand on a été habitué à travailler dans un certain environnement, qu'on aille un peu s'acculturer. Je le dis, moi, ça a été aussi un peu mon cas. J'ai beaucoup appris aussi en étant au contact de ces entreprises, alors que j'avais toujours été dans des grandes organisations. Donc, ce travail d'acculturation et de compréhension sur comment fonctionne aujourd'hui un modèle économique d'entreprise de très forte croissance, qui va essayer de trouver une technologie de rupture. Tout ça, ce sont des choses qui, je pense, pour la culture de quelqu'un qui sera amené à être un exécutif demain, est très important. Donc, toutes les démarches un peu d'innovation ouverte qui sont mises en œuvre dans les grandes entreprises sont des choses qui sont assez intéressantes, qui fonctionnent bien. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas mis en œuvre, mais j'imagine que la plupart de celles qui sont représentées ici ont déjà commencé en réalité à mettre en place ce genre de programme. J'encouragerais à essayer de se rapprocher de ce monde de l'innovation et des startups. Et par innovation, j'entends bien, ce n'est pas seulement de la recherche, ce n'est pas de la recherche fondamentale, ce n'est pas de la science, c'est vraiment comment on transforme le produit d'une recherche en un produit ou un service qui va rencontrer un marché. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que de la recherche fondamentale. Donc, ce qui est important, c'est bien comprendre comment aujourd'hui
des industries traditionnelles peuvent être perturbées, voire disruptées par l'émergence de nouveaux acteurs ou de nouveaux services et produits, et comment ces acteurs traditionnels peuvent essayer de, à leur tour, se mettre dans ce cycle et répondre à cette nouvelle forme de concurrence. Parfait, parfait. Écoutez, Madame Pellerin, merci énormément. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci.